Bonjour et bienvenue pour cette rencontre Fnac Digital en direct et en public de la Fnac Bellecour à Lyon, en compagnie de Franck Tillier. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être présent. C'est une rencontre qui est organisée dans le cadre de Quai du Polar, en partenariat avec Babelio, Le Point, Kobo, Fnac. Une rencontre, comme je le disais, en public, ça veut dire qu'il y aura des questions offertes au public à la fin de cette rencontre. Mais auparavant, on va parler entre nous. Et même avant de commencer à converser entre nous autour de votre dernier ouvrage paru, puisqu'il y en aura d'autres dans quelques jours. On va voir une bande-annonce de cet ouvrage, puisque maintenant les ouvrages ne sont pas que des objets de caractères et de signes et de mots, ce sont aussi des images. Donc 1991 en quelques images. En 1991, le lieutenant Charcot mène sa première enquête. Le meurtrier fait tout pour attirer la police sur ses pas. Mentalisme, magie noire. Retenez votre souffle. Ce qui est bien, c'est que ça en dit pas trop, mais ça en dit suffisamment. Oui, c'est toujours la difficulté quand on essaye de résumer des livres où il ne faut pas trop en dire, justement, de peur d'effleurer. Puis en plus, les lecteurs, vraiment, n'ont pas envie qu'on en dise trop. Ça leur gâche un peu le plaisir. Donc, on essaye toujours d'expliquer quel sera le sujet du roman, mais effectivement, de rester quand même dans les premières pages pour éviter de gâcher un peu le plaisir de lecture. De divulgacher, comme disent les Québécois. On est doublement en terrain de connaissance, puisque Charcot, c'est quelqu'un avec qui, vous et nous, on a parcouru un long bout de chemin. Mais on est aussi en double terrain de connaissance, je le disais, parce qu'on est en 1991, et là, on est nombreux, nous les plus vieux, à avoir connu cette époque. Alors, avant de parler à la fois de ces retrouvailles avec Charcot et de ces retrouvailles avec 1991, d'une certaine manière, vous avez presque obéi à une injonction des lecteurs qui était de venir à cette préquelle des aventures de Charcot. Oui, alors moi, j'écoute beaucoup les lecteurs que j'ai l'occasion de rencontrer à des salons comme des festivals comme Quai du Polar ou dans des librairies, et d'écouter leur retour sur les livres et sur les personnages. Et c'est vrai que je fais attention à ce qu'ils me disent, parce que moi, les destins de mes personnages ne sont pas scellés sur 10 ans, en fait. Charcot, demain, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Lucienne Bell, c'est pareil. Et donc, à discuter avec les gens sur le ressenti qu'ils ont sur les romans qu'ils ont lus, ça me permet de savoir ce qu'ils aimeraient, vers quelle orientation pourraient se diriger les personnages. Donc je fais déjà attention à ça. C'est ce qui m'a permis, sur certains romans, peut-être d'être plus léger avec les personnages, parce que j'avais tendance quand même à leur mettre beaucoup de catastrophes sur le dos. Si vous vous souvenez de Gattaca, il y a des livres quand même qui sont plus durs que d'autres. Et les gens lisaient ces livres et puis ils venaient un peu avec du plomb dans les semelles en disant mais ouais, votre livre était bien, mais les personnages là, ils ont besoin un peu quand même de respirer. Donc voilà, ça me permet d'avoir des orientations sur les personnages. Et c'est vrai que 1991, c'est moins les lecteurs. Là, c'est plus quelque chose d'intérieur où j'avais ce besoin finalement de revenir aux origines du personnage en me disant mais qui est vraiment Charcot, pourquoi il est devenu flic, par exemple. Ça, c'est des questions à laquelle je savais. Il est flic, il est dans une brigade criminelle qui est quand même l'un des services les plus durs. Donc les gens qui vont dans ces brigades-là, au fond, il doit y avoir une raison. Donc moi, quand j'ai créé Charcot, il était à la crime, et puis il a évolué dans ce service-là. Mais de se dire, mais pourquoi il est venu là, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à côtoyer comme ça des scènes de crime en permanence? Et voilà, donc le fait de revenir aux origines, ça m'a permis de répondre à tout un tas de questions de cet ordre-là, qui m'ont permis finalement de connaître mon personnage à fond. Je le connaissais très très bien de 2004 à aujourd'hui, puisque ça avait commencé par Train d'enfer pour Ange Rouge jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, il y avait ce trou à combler. C'est vrai que le roman là me satisfait parce qu'il comble vraiment ce manque que j'avais par rapport au personnage. C'est aussi un voyage temporel, je pense qu'on va pas mal en parler. Est-ce que c'était aussi une manière de voyager à un moment où vous ne pouvez pas voyager dans l'espace, d'écrire ce roman? Oui, alors
il y a une coïncidence quand même, c'est qu'en fait j'ai eu l'idée de 1991 avant le Covid, puisque j'ai eu l'idée d'écrire ce livre en novembre 2019 et on a tous été confinés en mars 2020. Et donc en fait j'avais commencé déjà un petit peu à rédiger le livre pendant le confinement et c'est ça qui était incroyable, c'est-à-dire que finalement ça me faisait beaucoup de bien pendant l'écriture de ce livre de repartir en arrière, de quitter la période qu'on vivait à l'époque, qui était celle du Covid. C'était horrible tous les jours, les informations, tout ça. Et en fait, ce livre, ça m'a emmené 30 ans en arrière, donc loin de tout ça. Donc ça, j'étais très heureux de le faire. Et aussi, autre, on va dire, avantage, c'est que, en fait, quand on écrit des romans policiers très contemporains, c'est-à-dire qui se passent quasiment à l'année près, si j'avais écrit un Charcot, il se serait passé en 2020, quoi. Je me serais dit, il va sortir telle année, donc il se passera à cette époque-là. Et donc j'aurais probablement dû intégrer tout en écrivant. Alors soit on fait abstraction, si le roman se passe en 2020, soit on fait abstraction complète du Covid, puis on dit, on écrit le livre. Ou soit comme le livre se passe à l'époque du Covid, on se dit, il faut que j'en parle, puisque on ne peut pas en parler. Donc pendant qu'on est en train d'écrire, on est obligé d'intégrer le fait, mais sans savoir ce qui va se passer. Donc ça, voilà, je n'ai pas eu à me poser ces questions-là. Donc ça a été un vrai soulagement. Là, c'est vrai que pour le prochain Charcot que j'écris, j'intègre la période dans laquelle on vit, mais de manière plus... On sait à peu près ce qui s'est passé par rapport au Covid, tout ça, mais de manière plus légère, parce qu'on n'a pas non plus envie, dans les romans, de revivre des choses qu'on vit dans la vie. Replonger. Oui, de se replonger avec les masques, tout ça. Donc on le souligne juste, mais... c'est pas important, on en parle une fois, il a son masque, et puis après on en parle plus. Il faut trouver vraiment le juste milieu pour que ça permette aux gens quand même de voyager, de s'évader, ce qui est le but d'un roman. Vos romans sont hyper documentés. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec des lycéens qui ont souligné cet aspect de votre travail et de votre écriture. Qu'est-ce que ça implique de travailler sur le passé comme recherche documentaire et est-ce qu'on se retrouve, est-ce qu'on se remémore qui on était en 1991 Oui, il y a un aspect un peu historique. Alors, 30 ans, c'est à la fois, c'est très proche, 30 ans. Mais en fait, c'est l'archéologie. Mais en fait, c'est l'archéologie quand on regarde d'un point de vue technologique et évolution du monde, de toutes les sciences entre 1991 et aujourd'hui, il y a un fossé phénoménal. Les portables, Internet, enfin tout ça. L'ADN, on était au Minitel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Les cabines téléphoniques. Donc là, il y a un vrai gouffre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la partie la plus géniale d'avoir écrit ce livre, c'est de revenir à ces... il y a une scène de crime, Charcot découvre une scène de crime, il est tout seul. Il se dit, mais il faut que je prévienne les autres, mais il faut que je trouve une cabine téléphonique, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, on sort le portable, il y a toutes ces choses. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc il a fallu, recreuser le passé, parce que moi j'avais des souvenirs qui étaient les miens, qui permettent de mettre tout un tas de sensations à l'intérieur, puisque j'ai vécu cette époque. Mais après, de savoir si ça s'est passé en 90, 92, ça, il fallait vraiment être précis. Par exemple, l'ADN, je ne savais pas où est-ce que les ordinateurs étaient déjà dans les services. On est vraiment à cette période charnière, 91, 92, 90, c'est vraiment des années... charnière. Je dis dans le livre, les ordinateurs sont un peu dans les cartons. Et c'est vraiment ça. C'était vraiment cette année-là. Et pareil pour l'ADN, parce qu'on sait que c'est important dans les enquêtes, les empreintes, l'ADN, les fichiers. Donc en 91, où est-ce qu'on en était avec cette technologie ? Il y avait le fichier des empreintes qui commençait à être renseigné, parce qu'en fait les policiers n'avaient pas d'ordinateur. Enfin, les ordinateurs, les brigades commençaient à être équipées. Donc les ordinateurs étaient là, mais personne ne les utilisait. Par contre, dans les services centraux, eux, ils avaient déjà l'ordinateur installé avec les bases à l'intérieur, mais personne ne les utilisait vraiment. Donc c'est pour ça que dans 91, ils vont encore chercher les empreintes dans les fiches, parce que ça fonctionnait encore comme ça. Beaucoup de gens étaient réticents à l'informatique. Mon père le premier, il ne voulait pas entendre parler d'un ordinateur. Donc ça, c'était intéressant. Et puis la police de l'époque, comment ça se passait. Donc il y avait beaucoup de docs. C'est une époque où il y avait les grandes affaires criminelles, un peu à la Guy Georges. Guy Georges, le Grélé. Escarin, en fait. Ouais, il y avait un peu tout ça. Le Grélé, d'ailleurs, dont l'affaire a été résolue finalement il y a quelques mois, on sait qui c'est.
alors que ça a été le mystère incroyable. Donc voilà, de lire tous ces livres-là, ça permet de se resituer dans le contexte, de savoir comment travailler les policiers. Et puis j'ai interrogé un copain qui s'appelle Hervé Jourdain, qui est aussi romancier, qui est arrivé à la brigade criminelle en 90. Donc il avait des souvenirs. Les petites anecdotes avec le papier carbone, je ne sais pas si vous connaissez. C'était génial d'ailleurs comme papier carbone, moi je trouvais ça... Et c'est lui qui m'a dit, bah voilà, c'était la denrée la plus rare. Il planquait le carbone dans les tiroirs parce qu'il se le faisait piquer et tout. Parce qu'on mettait ça dans les machines à écrire, parce qu'il tapait à la machine, et ça dupliquait tout de suite en 6 exemplaires, donc c'était génial. Mais donc voilà, ça c'est seulement en interrogeant les gens, parce que ça vous ne le trouverez pas dans les livres. Donc c'est important d'avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir la base documentaire des livres, parce que c'est la vérité, et puis après les ressentis des gens, les anecdotes, c'est ce qui va nourrir les personnages. Vous parlez d'époque charnière. Il se trouve que l'année, c'est 1991, c'est une année qui est aussi un palindrome. Oui. Alors, est-ce que c'est un hasard, qu'il y a un côté Janus, et en même temps, quand on lit le roman, il y a une résonance dans ce côté palindrome. Donc, oui. Est-ce que l'année a été prise au hasard, ou est-ce qu'il y a un jeu avec ce... En fait, c'est presque... Au début, c'était un hasard. Enfin, c'est tout un tas de calculs, en fait. C'est-à-dire... Ça aurait pu être 90, 92, donc je me dis, bon, je vais écrire un livre quand Charcot sera sa première enquête. Alors déjà, je me suis dit, quand est-ce que Charcot est arrivé à la brigade criminelle? Je ne savais même pas. Pourquoi je ne savais pas? Parce qu'en fait, comme je vous disais, j'ai écrit Train d'enfer en 2003, 2004. Bon, le livre sort, puis dans Train d'enfer, j'ai regardé, parce que j'ai dû faire plein de recherches dans mes propres livres pour refaire une fiche de Charcot pour savoir ce que j'avais dit à tel moment pour ne pas faire d'erreur. Et donc, dans Train d'enfer, alors c'était vaseux, je dis... je crois que je cite qu'une fois l'âge de Charcot, déjà. Et puis, je dis, ça fait une quinzaine d'années qu'il est à la brigade criminelle. Donc, des trucs un peu imprécis, parce que moi-même, à l'époque, comme je vous le dis, j'ai créé le personnage, mais je n'ai pas dit il est arrivé à la crime en 91. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reparcouru tous mes livres. Alors, j'ai pas relu mes livres, je sais pas... mais j'ai des astuces. Comme je connais ma manière d'écrire, j'ai cherché des mots-clés, en fait. Dans Train d'enfer, j'ai cherché les mots année, an, âge, 40, par exemple, pour que ça me ramène à tous les... S'il y a des 45, des trucs comme ça. Donc, ça les suit. J'ai relevé tout ça par livre. Et dans certains livres, je disais, par exemple, ça faisait 20 ans qu'il était dans la police, et puis dans d'autres, je disais 15 ans de brigade criminelle, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on peut travailler dans la police et puis arriver à la brigade. C'est pour ça que donc en faisant tous ces calculs, avec l'âge de Charcot, tout ça, ça me mène, puisque dans un livre, je vais être précis, il dit ça fait 15 ans que je suis à la brigade criminelle, ça me menait à 91. C'est comme ça. Et il se trouve que c'est un palindrome, donc ça marche super bien, parce que moi, il y a le jeu... Enfin, ça n'a pas de rapport avec ce livre-là spécifiquement, mais j'adore les palindromes. Et puis Charcot a 30 ans, en fait. Donc ça marche bien, parce qu'il a 60 ans en 2021, 30 ans en 91, et c'est un âge rond. Enfin, il y a plein de choses qui marchaient bien. Donc le hasard, finalement, a bien fait les choses entre tous mes romans. Mais en fait, vous avez dû le remarquer si vous avez lu les livres, Charcot, et je le détaille rarement, en fait, ce personnage. Des fois, souvent dans les romans, vous avez la description physique du personnage. Il a les cheveux longs, les sourcils légèrement arqués, un truc très très précis. Et moi, en fait, Charcot, c'est assez imprécis. On sait que c'est une masse, quelqu'un qui va foncer, qui a un aspect un peu dur comme ça. Mais donc c'est un peu cette vision-là que j'avais du personnage. Et en fait, 91, ça m'a vraiment permis de mettre tout ça au carré et d'avoir enfin une date, je dirais même presque de naissance de Charcot, ce que je n'avais pas forcément avant. Alors, il y a peut-être aussi un inconvénient, c'est que maintenant, on sait qu'il a la soixantaine, enfin une toute petite soixantaine, et que ça peut obérer les prochains épisodes. Il faudra peut-être continuer à travailler dans son passé, et ça va être de plus en plus difficile Oui, et non. Alors, en plus, ce qui m'a aussi poussé à écrire ce livre-là, c'est quand j'ai écrit Lucas, donc, qui était une grosse enquête, qui se passait, je crois, en 2019. Charcot, je le sentais un peu vieillissant, tout ça. C'est vrai que avec des responsabilités dans son service, donc il était commandant, et comme j'avais fait des recherches et tout entre Train d'enfer et celui-là, je sais que les commandants, tout ça, ils sont plus, ils vont moins sur le terrain, ils doivent s'occuper de leur équipe, ils doivent gérer, ils doivent rendre des comptes.
Et donc j'étais vraiment dans ce souci de vérité-là, parce que je voulais être précis, et ce qui fait qu'en fait Lucas Charcot, il se sent un peu mal, parce que lui, il y a que il est commandant, donc il est plus... et puis il vieillit un peu, donc il va moins sur le terrain, et donc 2 ans après, donc j'ai écrit entre deux un autre roman, puis après venait l'idée d'écrire un nouveau Charcot. Je me voyais pas écrire la suite de Lucas en prenant un Charcot encore plus âgé. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Par contre, là, je suis en train d'écrire un nouveau Charcot pour 2023. Et je me sens bien de le reprendre vraiment l'histoire. Dans son temps. Oui, l'histoire va se passer en novembre 2021. Donc là, dans son temps, oui, de le reprendre à 60 ans. Et en fait, comme j'ai écrit 91, il retourne sur le terrain, il refonce comme un jeune foufou, il va redéfoncer des portes et tout. Enfin, ça m'a remis comme ça avec le personnage, en me disant, c'est Charcot, quoi. Il peut pas, il s'en fiche, quoi. Lui, il rentre vraiment dans le truc. Il va attraper des criminels et donc il fonce. Après, le vieillissement du personnage, tout ça. Bon, nous, vous savez, dans les romans, ils peuvent enquêter jusque 80 ans, il n'y a pas de problème. Donc il meurt jamais en fait. Donc, puis après c'est vrai qu'il y aurait effectivement éventuellement l'option. Alors ça c'était la vraie surprise parce qu'après les gens me demandent mais vous pourriez faire 92, 93, 94. J'ai déjà les 10 titres trouvés, c'est bien, donc j'ai pas besoin de chercher. Voilà, ça pourrait aussi certains moments permettre, si l'envie me revient, de dire tiens, entre 91 et Train d'enfer, il se passe quand même une dizaine d'années, donc il y a encore un trou quand même, de savoir ce qui s'est passé en 95 par exemple. Voilà, donc on verra, ça viendra au fur et à mesure. On a parlé un peu de la dimension physique avec Charcot qui rajeunit. Qu'est-ce que ça fait, là je parle à l'écrivain, de se mettre dans la tête de mentaliste et de personnes qui manipulent les esprits? Oui. Plus ici qu'ailleurs, évidemment, dans ce roman. Oui, parce qu'en fait, un des sujets du livre, enfin, certains d'entre vous l'ont lu, mais pas d'autres, mais c'est pas grave, ça ne révèle pas. Un des sujets, c'est la magie et puis le mentalisme, la manipulation. Alors moi, ça m'a toujours fasciné, déjà à titre personnel, et de toute façon, je prends toujours des sujets qui me fascinent. Donc ça m'a permis de me plonger dans cet univers des magiciens, avec toutes les questions que je me posais, comment on devient magicien, comment se transmettent les secrets, comment ils font, quoi, en fait. Et donc je creuse ces métiers-là et je me rends compte que en fait, le métier de magicien et de romancier, c'est exactement le même métier. Les parallèles sont incroyables. On réalise tous les deux un tour de magie, avec la même décomposition dans la manière dont c'est construit, c'est-à-dire de faire plonger des gens dans un univers, les intéresser tout de suite, en fait, d'expliquer le tour, de le développer, puis évidemment l'effet final, quoi. Il faut que l'effet final soit complètement réussi. Avec des diversions ? Avec des diversions, de la manipulation, des fausses pistes. Et c'est un magicien qui m'a dit ça. Il dit en fait, on n'invente plus de tours de magie. En fait, tous les tours de magie existent déjà. En fait, ils ont tous été la lévitation, la femme coupée en morceaux, le vol, enfin toutes ces choses-là. Tous ces tours de magie-là, en fait, ils existent. En fait, c'est la manière dont le magicien va s'approprier ces tours et les faire à sa sauce, avec son univers, avec sa technique. Dans le roman policier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les histoires existent, à la base, vraiment à la base si on revient à la base des émotions, une histoire policière, c'est un crime et puis des gens qui enquêtent. Enfin, je résume très, très, très vite. Et puis après, il y a la tragédie dans le livre, c'est-à-dire ce qui donne la valeur à un livre, ce qui nous intéresse, c'est les drames humains qui vont se produire dans le livre. Parce que les histoires, on est très intéressé par les histoires, on aime ça, mais une histoire pure, on va la lire et puis on va dire ouais, c'est bien tout ça, mais le truc en plus, c'est quand même l'univers, les émotions qu'on peut dégager chez un lecteur par rapport à ce que vivent les personnages. Et donc ça, on le construit, on l'invente à chaque fois. Ça, c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai beaucoup de romans où le sujet c'est l'amnésie, enfin pas l'amnésie, la mémoire en fait, la mémoire. Et la première fois où j'ai écrit un livre sur la mémoire, qui était la mémoire fantôme, je me suis dit mais ça existe. Ça me gênait en fait d'écrire une histoire
de perte de mémoire. Je me dis, mais ça existe. Mais... Alors déjà, j'ai trouvé une particularité, puisque c'est une personne qui oublie au fur et à mesure ce qu'elle vient de faire, donc toutes les 2 minutes, donc c'est une amnésie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais surtout, je me dis, mais c'est pas grave, en fait, parce que c'est surtout le personnage qui va nous intéresser, ce qui va vivre. Et ça, vraiment, tous les romanciers qui écrivent des livres, surtout qui commencent à écrire, se disent, mais je peux pas le faire parce qu'un tel le fait. Ça, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Et puis, j'écris des livres de mémoire encore. J'écris Il était 2 fois, c'est une histoire autour de la mémoire. Labyrinthe qui va sortir. Le personnage du début, qui connaît toute l'histoire, a perdu la mémoire, donc il est incapable de raconter son histoire. Mais c'est tellement fascinant, puis ça permet tellement d'inventer des mondes et des rebondissements que moi, maintenant, ça me fait plus peur. Après, c'est vraiment de faire des choses différentes. Vous verrez, toutes les histoires sont très différentes, même si les thèmes reviennent. Mais je ne sais plus qui disait, Picasso, le peintre, il peint du Picasso, quoi. Je veux dire, donc moi, si on me dit... ah mais c'est encore un truc sur la mémoire, moi je vais dire bah ouais mais c'est parce que c'est moi, c'est mon univers, et donc voilà, c'est justement ce qui me caractérise en tant qu'auteur, ce qui fait que les gens lisent mes livres parce qu'ils savent que il va y avoir un peu de ça dans les livres. Vous parliez du fait de faire ressentir des choses. Est-ce que vous avez de l'empathie ou de la sympathie pour tous vos personnages, ou une empathie égale? Oui, il faut. Et même les méchants, c'est... il faut avoir autant de soins pour apporter autant de soins dans la construction des personnages pour les bons que pour les méchants, parce que le méchant est extrêmement important. C'est l'adversaire, c'est le rival, et c'est lui qui va permettre justement au héros de s'exprimer et de montrer tout ce dont il est capable. Et il faut très bien connaître son méchant. Les méchants, c'est très particulier parfois, parce que parfois on les connaît, ça arrive. Dans James Bond, vous le connaissez dès le début. Mais dans les romans, en fait, les méchants, les lecteurs ne les connaissent pas. Parce que c'est quelqu'un qu'on découvre souvent à la fin. Par contre, nous, les auteurs, on doit vraiment très très bien les connaître. Parce qu'en fait, le méchant s'exprime par les traces qu'il laisse derrière lui. C'est-à-dire que quand un policier, dans 91, ça commence comme ça, il arrive sur une scène de crime dans les bois, enfin dans une petite maison horrible. Et ça, c'est ça le meurtrier, c'est sa présence. Quand on est lecteur, on se dit, mais qui est capable de faire une chose pareille? Et donc, en fait, ça, c'est la trace du meurtrier. C'est-à-dire, on n'a pas affaire au meurtrier, on a affaire on se dit, il est passé là, il a laissé sa trace. Et l'imaginaire du lecteur se met à travailler. Mais nous, en fait, on sait pourquoi il a fait ça. On sait qui il est. Et normalement, on connaît les raisons qui ont poussé. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui pousse un meurtrier à faire tout ça? Et c'est vrai que les gens, des fois, me demandent, mais est-ce que vous connaissez la fin de votre livre avant de commencer à l'écrire? Je ne connais pas la fin précise. Globalement, dans les histoires policières, la fin, c'est qu'ils vont attraper le méchant. C'est quand même ça. Parce qu'en fait, on a besoin de savoir ce qui s'est passé en tant que lecteur. Donc, on se dit, ils vont l'attraper. Alors, est-ce qu'il sera mort, vivant? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils auront les réponses à leurs questions. Alors, c'est pour ça que je ne le connais jamais précisément, où ça va se passer, quand, dans quelle pièce ils vont attraper le type et comment ils vont remonter à lui dans les derniers instants. Par contre, ce que je sais de la fin de mon livre, c'est que je sais pourquoi le méchant fait ça. C'est-à-dire que le méchant, il est capable de dire moi, j'ai fait ça parce que... d'ailleurs, petite astuce d'auteur, c'est dans un livre, je le faisais au début. Alors souvent, les livres, les polars d'ailleurs, il y a les policiers qui traquent le méchant, puis à la fin, ils arrivent à l'attraper. Alors, soit le méchant est en train d'agoniser parce qu'il s'est pris une balle. Et en fait, avant de mourir, le méchant, il explique pourquoi il a fait ça. Pendant 20 pages. Ah, mais j'ai tué, il est en train de mourir. Il dit, ouais. J'ai tué, mais oui, mais le policier lui dit, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Ah oui, alors je vais vous expliquer, machin. Alors ça, c'est pour dire, expliquer au lecteur. Mais en fait, c'est bon. C'est assez. Normalement, il ne doit pas y avoir. Parce que quelqu'un qui est en train de mourir, surtout un méchant, la première chose qu'il va dire, il va dire. Allez, ouais, c'est quelqu'un. Vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Oui, donc, pas si méchant que ça, alors. Oui. Donc en fait, ça, c'est après, avec l'expérience. Moi, je le faisais au début, je l'ai fait. Après, avec l'expérience, on dilue tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les révélations du méchant, on les fait remonter dans le texte pour que l'information arrive, qu'on comprenne, que le lecteur comprenne progressivement qui est ce méchant. Donc, et à la fin, bon, il part toujours un petit peu, parce qu'il y a toujours des petits trucs que les policiers ne peuvent pas élucider, donc des petits détails. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on apprend et qui sont... C'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître les personnages et être en empathie avec eux. Alors les méchants, ça reste des méchants, mais il y a une explication sur leurs actes aussi.
Et il faut aussi construire, j'imagine, le masque du méchant pour qu'il ne soit pas évidemment méchant, un masque social, une apparence qui le rende non identifiable dans la foule des personnages. Oui, alors ça aussi, c'est deux constructions différentes. C'est-à-dire que quand vous lisez un roman, soit vous le sentez, en fait, c'est à la manière dont l'auteur écrit, et puis suivant le type précis du livre, vous dites le méchant, il doit être parmi ces gens-là. Et donc, c'est à vous d'essayer de le trouver pendant votre lecture. Ou alors, c'est souvent le cas des romans policiers, finalement. Moi, dans beaucoup de mes livres, ils arrivent à un tueur qu'on n'a jamais croisé, c'est-à-dire c'est l'enquête, l'aboutissement de l'enquête qui mène à un scientifique fou enfermé au fin fond de sa maison et qui est en train de faire des expériences. Et ce type-là, on ne l'a jamais vu avant. Mais il n'y a pas de déception parce qu'en fait, finalement, on n'a pas envie de savoir qui c'est précisément. On a envie d'avoir un visage, mais savoir pourquoi il fait ça. Et on sait qu'il ne sera pas parmi les personnages. Après, des romans à huis clos, des romans... je dirais plus dans la catégorie du thriller. Là, souvent, les personnages sont dans les environs. Et donc là, oui, il faut bien le cacher. C'est un jeu avec le lecteur aussi, c'est-à-dire que il faut pas trop en dire, mais il faut pas ne rien dire non plus. Et c'est ça qui est compliqué justement quand on écrit ce genre de roman, c'est la gestion du suspense, c'est-à-dire de donner les éléments au moment où le lecteur les attend. Et des fois, un mot de trop, ça peut suffire à... Le lecteur peut avoir le déclic et dire mais c'est lui en fait. Et ça c'est compliqué. Moi c'est arrivé dans certains livres que des lecteurs découvrent, peut-être là aussi, il y en a qui ont découvert parce qu'on croise un peu le personnage, tout ça. Mais dans certains livres, par exemple Puzzle, Puzzle, il y a des lecteurs. Alors moi j'avais mis glissé des mots qui étaient des noms de médicaments. Par exemple, le nom de péniche, c'était un nom de médicament, mais hyper bizarre. C'était Aberifly, enfin, je sais plus. Et je mettais des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est très psychologique, Puzzle. Donc et en fait, il y a des infirmières qui avaient lu... ils ont dit, mais là, c'est un médicament, pourquoi il y a... Puis, en fait, ils ont vu des éléments comme ça, ils se sont dit, ah ouais, c'est ça, j'ai compris. En fait. Enfin, il y avait un truc comme ça, mais ça, je trouve ça... j'aime bien faire ça, parce que ça évite d'avoir le... Vous savez, à la fin, c'est lui le méchant, le type sort de nulle part. C'est le lapin qu'on sort du chapeau de magicien, et puis le lecteur dit « Ah ouais, mais bon, j'avais aucun moyen de deviner que c'était lui. » Alors qu'en fait, si on glisse des éléments un peu psychologiques, à la fin, le mieux, c'est quand le lecteur se dit « Mais ouais, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le... » Ça, c'est la récompense ultime du... C'est un jeu de conditionnement encore, hein, c'est exactement... Et oui, c'est de la manipulation. C'est pour ça, le rapport avec la magie est vraiment très très fort. Et puis, il y a aussi, puisque la question de la magie, il y a aussi l'acharnement de la répétition et du tour, pour que le tour soit le plus parfait possible. Le magicien, il va répéter à l'infini son tour de cartes pour que ce soit... C'est un truc de fou. Hein. Il y a des gens qui peuvent passer leur vie à manipuler des cartes et faire que ça. Et en fait, quand on écrit aussi des livres, nous, les auteurs, souvent dans le roman policier, parce qu'il y a une mécanique, il y a un acharnement aussi à, en permanence, reprendre son texte, le modifier, recommencer pour que tout fonctionne. Donc il y a vraiment une mécanique. Il faut penser l'histoire à plusieurs niveaux. Il y a l'enquête, il faut que l'enquête fonctionne, il faut que les trajectoires des personnages fonctionnent, il faut que... par exemple, moi j'écris des choses... donc vous dites, bon, mon histoire va commencer un lundi... vous dites, hein, le lundi 6 novembre, on dit, moi, ça commence comme ça. Découvre un corps, et puis à un moment donné, vous écrivez votre histoire, le lendemain c'est mardi, tout ça, puis vous arrivez au moment où ils doivent aller à la poste chercher, à tout prix aller interroger un postier, puis ça tombe mal, c'est dimanche dans votre bouquin. Mais il faut qu'ils y aillent maintenant, parce que sinon le suspense, ça marcherait pas. Et vous dites, mais c'est pas possible. Donc en fait, ce que vous faites, on a commencé un lundi, bon, on va commencer un... Enfin voilà, ça peut aller aussi loin que ça, parce que sinon, il y a des gens qui vont dire, mais monsieur... Là, il va à la poste un dimanche et la poste est fermée. Et ça peut perturber des gens. Et donc voilà, on essaye de... Alors il y a toujours des erreurs hein, dans les livres. Il y a des gens qui voient... celui-là, je ne sais pas si j'en ai eu. Non, mais des fois, oui, des gens dont c'est le métier. Par exemple, si on met la gâchette, il appuie sur la gâchette. Un policier va vous dire, mais non, la gâchette, c'est le mécanisme intérieur, c'est la queue de détente. Bon, c'est un peu plus lourd de mettre l'appuyage sur la queue de détente. Mais voilà, c'est la vérité. C'est des petites choses qu'on corrige, parce que la gâchette, non, c'est pas, on n'a pas accès à la gâchette, c'est à l'intérieur. Je vais prendre un exemple très concret. Est-ce qu'il y a une édition de 1991
des Fleurs du Mal avec une page 122. Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous avez vérifié pour Là, parce que je parle des Fleurs du Mal, et page 122, il y a le prénom Delphine. Oui, c'est vraiment... Ça, c'est bien. Oui, en fait, c'est-à-dire, il reçoit une lettre où c'est marqué « Allez à la page 122 des Fleurs du Mal ». Alors moi, j'avais une édition. Alors, c'est vrai qu'après, c'est peut-être différent suivant les éditions, mais c'est vraiment le prénom Delphine et à la page 122. Après, si ça avait été à la page 150, j'aurais mis 150 dans le livre. Ça, c'était pas un problème. Il fallait juste trouver le prénom dans la des poèmes de Baudelaire, ou ailleurs. Mais ça marchait bien, les Fleurs du Mal, parce que moi, c'est un texte qui m'avait marqué quand j'étais au collège, et puis ça cadre bien avec mon univers et puis ce livre, en fait. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure avec les échanges que vous avez pu avoir avec des magiciens et les similitudes qu'il peut y avoir entre écrivains et magiciens. Est-ce qu'ils vous ont révélé des tours? Puisque dans le roman, il y a une magicienne qui dit à une policière qu'elle ne révélera jamais un tour à quelqu'un qui n'est pas du métier. Donc est-ce que dans votre cas, ça a pu se faire? Et est-ce qu'il y a eu peut-être un échange de bons procédés? Vous avez révélé un tour à un magicien pour obtenir quelque chose? Oui. En fait, comme il y a un des magiciens mentalistes qui était j'ai eu de la chance qu'il aime beaucoup mes livres. Donc en fait, quand je l'ai contacté, il me dit « Ah, mais je lis vos livres !» Donc il m'a beaucoup aidé. Déjà pour me dire comment on devient magicien, comment on apprend les tours, et comment lui-même, en fait, comment il a accédé à ça, à ces informations. Après, moi, j'ai fait beaucoup de recherches par moi-même, et quand on cherche tout ça, je suis allé sur des forums de magiciens, je me suis un peu incrusté, tout ça, et je comprenais rien à ce qu'il racontait. Qu'est-ce qu'il me raconte? Puis à Cannes, c'est vraiment un vocabulaire. Puis comme je suis habitué à faire des recherches, j'ai trouvé des trucs, j'ai dit, ah ouais, tiens, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, j'ai acquis vraiment j'ai lu des livres de mentalisme, ça existe, c'est dans le domaine public. Alors, ils vont vous expliquer des tours de base, rien de méchant, mais déjà, ça permet de savoir un peu comment ça fonctionne. Puis après, c'est vrai que je lui ai demandé des petits trucs. Ah, mais comment il fait à la télé, il ouvre un annuaire au hasard, il demande aux gens, ouvrez l'annuaire, page 381, prenez le 5e nom, machin. Puis le truc est dans l'enveloppe. Je lui ai dit, mais comment, c'est pas possible. Il m'a expliqué ça. Mais j'ai pas trop demandé parce que ça gâche un peu. Après, il faut laisser justement un peu de magie. Mais en plus, même quand on le sait, il faut déjà être vraiment très très balèze. Ce que je disais, c'est-à-dire, c'est pas juste connaître le tour, il faut réussir à l'appliquer. Mais c'est comme si on vous disait, moi je vais vous donner les recettes d'un roman, puis écrivez-le. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je sors un livre en même temps que Labyrinthe, donc mon prochain roman le 5 mai. J'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre qui s'appelle Le plaisir de la peur, aux éditions Le Robert, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça. C'est où j'explique en fait comment je suis devenu romancier, et comment on fait pour écrire un roman, comment on met du suspense, comment on crée des personnages. Ça fait 170 pages, donc c'est vraiment c'est intéressant. Enfin, si peut-être que vous n'avez pas envie d'écrire, mais déjà pour savoir comment on fonctionne. Ça va rien vous révéler sur les livres, mais en tout cas, ça peut permettre de savoir comment ça marche. Et puis il y a certaines personnes qui ont des petits blocages aussi dans l'écriture, de dire, ah ouais, tiens, c'est vrai que ça peut motiver à écrire. Donc, une masterclass écrite, en fait. C'est une masterclass écrite, mais c'est un peu comme pour les magiciens, c'est-à-dire le fait d'avoir ça, après, c'est vraiment aux gens ça suffit pas, quoi. Avoir un roman, ça peut aider à trouver des idées, ça peut aider à comment on fait un dialogue, tout ça, mais ça donne des éléments un peu comme un magicien ou des ingrédients de cuisine. Après, c'est à chacun de faire sa sauce, quoi. Voilà. On va bientôt passer aux questions dans la salle, comme ça permettra aussi de poser des questions sur 1991 ou éventuellement sur d'autres ouvrages. Juste une question, vous disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas forcément comment arriver à la fin, enfin en tout cas, tout n'était pas écrit, figé dès le départ. Est-ce qu'il y a un moment dans 1991 où vous avez bifurqué, où il y a quelque chose qui a changé au fur et à mesure de l'écriture? Alors, vous parliez du fait que le confinement n'était pas prévu, mais est-ce qu'il y a eu autre chose qui a pu faire donner une orientation différente Oui, pas à l'intrigue générale forcément, mais à des ramifications? Oui, ça se fait à chaque livre, en fait, parce que... Alors, encore une fois, il y a deux genres d'auteurs. Il y a les auteurs qui, sur une idée, se mettent à écrire, et qui déroulent. Ça fonctionne, c'est leur manière de fonctionner. Ils vont faire beaucoup plus d'allers-retours, c'est-à-dire ils partent d'une idée et puis ils ne savent pas s'ils vont aller au bout, mais en tout cas, ils se mettent à écrire et puis ils avancent. Puis
parfois ils se rendent compte que ça marche pas, donc ils reviennent en arrière dans leur écriture et ils continuent, ils vont ailleurs. Donc ils n'ont pas perdu de temps de préparation, mais ils vont perdre beaucoup plus de temps dans les allers-retours dans l'écriture. Moi, j'essaye de préparer au maximum, avant de commencer à écrire le premier mot, ce que je vais raconter. Et je compare ça un peu à une espèce de Tour de France cycliste, c'est-à-dire que le Tour de France cycliste, avant que le tour commence, chaque coureur connaît les étapes du tour, il sait qu'il va partir une reconnaissance en général. À Rennes, partir à Rennes, et puis il sait que dans 5 jours plus tard, ça va être les Pyrénées, ça va être très compliqué. Après cette telle étape, tout ça, donc il se dit bon, voilà à quoi ça va ressembler. Et il va essayer de gérer un peu son effort comme ça et de se dire tiens à l'étape 7 je vais essayer de partir devant. Enfin voilà. Et en fait c'est un peu cette vision-là que j'ai de mon livre, c'est-à-dire j'ai une espèce de cartographie de l'histoire que je veux raconter en me disant bah voilà ça démarre comme ça et puis après ils vont trouver tel indice, je vais introduire tel personnage, il va y avoir un conflit donc. Et j'essaye d'aller le plus loin possible, sachant que plus je vais loin et plus c'est flou. Et des fois, j'ai des gros trous, mais je sais qu'il faut qu'il se passe ça vers le milieu, des trucs. Donc voilà, ça, j'essaye de... Et en même temps, je fais mes recherches en me disant, voilà, parce que quand on réfléchit, on n'a pas les réponses, donc les magiciens, mais comment ça se passe? Par exemple, en 91, le milieu des magiciens, à quoi ça ressemblait? Je sais que je vais devoir parler de ça. Donc je pose des questions à des magiciens, puis ça me donne des idées de chapitres, voilà, de lieux aussi. Donc ça se passe un peu comme ça, et puis je me mets à écrire. Mais évidemment, là c'est plus le Tour de France, mais ça pourrait l'être, mais c'est le Vendée Globe, c'est-à-dire on a une trajectoire idéale, et puis d'un seul coup il n'y a plus de vent. Donc soit vous êtes bloqué et puis vous dites puis vous attendez que ça revienne, ou alors il y a le vent qui vous pousse, vous voulez aller par là parce que je suis mon plan et en fait quand vous vous rendez compte quand vous mettez 2 personnages qui se rencontrent, vous avez prévu la rencontre, mais au moment où vous écrivez vous dites mais ça marche pas ce que je fais, c'est mieux ça, donc ça va les amener par là. Donc on revient au plan, mais ça passe par des chemins complètement différents et des fois ça revient tout de suite, mais des fois ça revient beaucoup plus loin et là j'invente des trucs qui marchent mieux que ce que j'avais créé auparavant et dans celui qui va sortir Labyrinthe, c'est peut-être celui où j'ai vraiment ramé mais comme un fou parce que là c'est le Vendée Globe à la rame parce qu'en fait je voulais mettre dans ce roman-là qui est pas un charcot, qui est un indépendant, il y a plusieurs niveaux, encore une fois, je me fais vraiment plaisir dans les romans en dehors, indépendant. C'est là où on peut faire plein de choses, et tester des trucs. J'ai voulu vraiment me dire comment créer une histoire qui soit la plus addictive possible et la plus complexe, mais en même temps sans perdre le lecteur. En même temps, il faut le perdre un petit peu. Donc jouer avec tous ces codes-là et faire que tout ça fonctionne à la fin, j'avais plusieurs personnages et je me dis mais ça marchera jamais. Et donc j'avançais mais un peu dans le brouillard. Mais en sachant où j'allais quand même, parce qu'en fait, quand on imagine une histoire, on se dit, bah voilà, c'est rien. Ça, je le résoudrai au moment où je serai en face. Sauf que quand vous êtes en face, vous dites, bah non, mais j'arrive pas à le résoudre, en fait. Et ça c'est arrivé plein de fois pour ce roman-là. Mais après, quand vous réussissez à trouver des solutions, c'est génial. Et c'est pour ça, je dis aussi souvent aux gens qui me demandent, est-ce que la page blanche, c'est normal ou... Est-ce que c'est normal de rencontrer des problèmes dans l'écriture? J'arrive pas à faire ça, tout ça. Mais oui, en fait, c'est plutôt s'il n'y en avait pas. S'il n'y avait pas de problème ni de page blanche, et si tout coulait de source, peut-être qu'il y aura un problème, l'histoire serait peut-être trop simple. Et moi, ça me rassure finalement, c'est bizarre, mais ça me rassure d'avoir des problèmes. Je me dis, d'avoir un problème, ça me rassure pas de l'avoir, mais en tout cas de réussir à le surmonter. On a surmonté un problème, mais ça veut dire que ce problème-là, c'est un bon truc dans le livre. C'est un truc qui va fonctionner. Et bien après, on va surmonter un, il y en a un derrière, et c'est une succession de problèmes à résoudre pour qu'à la fin, il y ait un livre. Mais c'est ça le plaisir aussi de l'écriture. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est... De dénouer ces écheveaux successifs. Ouais, c'est génial quand ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille. Après, c'est moi qui le veux, parce que j'écris ça. Mais c'est comme ça que je fonctionne et les lecteurs ils prennent du plaisir à lire à voir que derrière il y a un auteur qui s'est cassé la tête pour écrire une histoire.
C'est l'intrigue ou les personnages qui commandent chez vous? Souvent les personnages ils viennent par devant, c'est-à-dire que... Alors, ça dépend parce que j'ai déjà écrit vraiment des romans de personnages en me disant c'est le personnage et je construis l'histoire autour. Par exemple, Les Mémoires fantômes, avec cette histoire d'amnésie antérograde, donc l'oubli à mesure. Je me suis dit, il faut que j'ai un personnage comme ça. Et c'est lui le cœur du roman. Donc j'ai construit toute l'histoire autour du personnage pour que ce personnage puisse s'exprimer et vivre. Donc là, c'est vraiment lui qui commandait l'histoire. Et après, parfois, j'ai des histoires qui commandent les... Enfin, en tout cas, l'histoire est... Je pense d'abord l'histoire, après je viens greffer des personnages dessus. Mais en fait, les personnages, c'est jamais des accessoires. Donc, à un moment donné, quand vous écrivez, ils reprennent toujours dessus, parce que ce que je disais, c'est... Une histoire, c'est bien, mais ce qui compte, c'est un personnage. Enfin, je veux dire, vous regardez des séries... souvent, des grands livres ou des grandes séries, des grands films, ce qu'on retient, c'est ces personnages. Je sais pas, James Bond, je parlais tout à l'heure, Harry Potter... Lisbeth Sanders ou Hercule Poirot, on retient plus ça, on a plus la vision de ça que finalement des livres dans lesquels tiens, il s'est passé ça dans tel livre, c'est plus le personnage. Chose promise, chose due, je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à lever la main. On vous fait passer un micro, voilà. Madame, allez-y. Bonsoir. Quel est votre romancier policier, romancier policier contemporain préféré? Autre que vous-même, bien sûr. Là, ça va être difficile. Moi-même. Ouais, vous n'allez pas vous fâcher avec vos camarades. Oui, je fâche avec, ils vont m'attraper. Parce qu'ils sont tous là, ils sont tous à Quai du Polar. Non, je dirais Stephen King. Alors, c'est pas un romancier policier, mais en plus, je sais qu'il viendra pas, donc c'est... Quoique, ça serait génial qu'il vienne. C'est un défi. L'invitation est lancée. Non, mais lui, il m'a vraiment marqué quand j'étais adolescent. Je me suis pas dit adolescent, je vais écrire des romans. En fait, moi, c'est venu, je dirais presque du jour au lendemain. Ça vraiment. J'ai jamais eu l'idée d'écrire des livres, mais en fait, je prenais tellement de plaisir à lire ces livres. En fait, c'est ce que je disais, le plaisir de la peur. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse dans les... Alors, j'écris des romans très policiers, avec des bonnes enquêtes, tout ça, mais l'émotion de la peur qu'était capable de faire ressentir Stephen King, je trouvais ça phénoménal. Et en tant que lecteur, je me disais, mais comment... C'est plus là-dessus que je m'interrogeais quand j'étais ado, de me dire, mais comment déjà on peut avoir du plaisir à avoir peur? Enfin, parce que c'est très ambigu, quoi, de se dire, on va avoir peur, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher, on lit ces livres-là. Vous savez, les gens qui lisent les romans le savent, en fait. C'est aussi la raison pour laquelle on va vers ces livres-là. Et ça me fascinait vraiment. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, c'est ça que je voulais plus faire, de me dire, mais comment je peux... J'avais envie de reproduire ce que moi-même j'avais ressenti en lisant les livres. Après, voilà, je dirais dans le roman purement policier, Denis Lehane, par exemple... Shutter Island, ces personnages récurrents, Michael Connelly, qui est déjà venu à Quai du Polar. Je cite des Américains, comme ça ils sont loin en plus. Non mais, alors, pour ne pas citer d'auteurs français, les auteurs français, je les trouve absolument géniaux. Je les lis, et il y a une vraie plume française, c'est-à-dire que... en fait, il y a quelques années, c'était très américain. Les gens lisaient les livres américains, on ne voulait pas entendre parler des Français. Après, il y a eu les Nordiques. Les Français, on ne voulait toujours pas en entendre parler. Et puis maintenant, on a une qualité et une diversité dans le polar français qui est incroyable, aussi bien dans les polars à énigmes, les polars ruraux, comme on dit un peu, qui se passent en dehors des villes, les polars sociaux, très noirs. Les polars un peu nature aussi, écologique, voilà. Donc ça, c'est... on a cette richesse-là et c'est vraiment en train de grandir, de se développer, avec des auteurs qui proposent une gamme, justement, d'histoires différentes. Et ça, c'est très bien parce que ça dépoussière le polar. Ça le rend vraiment très, très contemporain. Et puis, c'est des questions, enfin, des réponses et des questions que les gens ont envie d'aborder sur la planète, sur notre quotidien. Et donc,
on procure de la distraction parce que ça reste quand même le but d'un roman. Mais en plus, il y a cette dimension sociale qui est intéressante, qui sort un peu ce roman de l'image qu'ils avaient de roman de guerre. Maintenant, c'est des vrais livres qui n'ont pas à rougir devant de la littérature plus générale, on va dire. Une autre question, monsieur ? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour tous ces romans qui accompagnent ma vie depuis près de 15 ans. Merci. Alors, ça a généré quelques nuits blanches aussi, puisque certains d'entre eux sont assez difficiles dans la lecture, mais ce qui est aussi passionnant. Vous êtes de formation ingénieur, et ma question était de savoir à partir de quel moment on passe d'un hobby à un métier, et quel était l'élément déclencheur qui fait que vous passez de cette carrière scientifique à une carrière de littéraire. Oui. Alors déjà, mon métier me sert tous les jours. Ce qui est assez incroyable, c'est que mon métier d'ingénieur me sert tous les jours. Je parlais tout à l'heure de la mécanique de construction incroyable et tout. Et je pense que c'est parce que j'ai un esprit structuré, complexe, qui doit être assemblé avec des engrenages un peu dans tous les coins, que j'arrive à écrire des histoires comme ça, un peu comme des programmes informatiques. Alors, ça n'a rien à voir, mais de dire... Là, je modifie un truc, ça va modifier tout en bas, de connaître ces conséquences-là. Dans la construction, c'est comme ça que je fonctionne, et ça, j'arrive à bien le visualiser. Donc ça me sert. Le métier aussi d'ingénieur, et mon attrait pour les sciences me sert aussi, parce que c'est justement ce qui fait la particularité de mes livres, c'est cet aspect polar scientifique, sans que c'est pas du polar scientifique, c'est, on va dire, la science débarque dans l'univers des policiers qui, eux, ne comprennent rien. Ils disent, mais c'est quoi ce truc ? Donc ils sont obligés de subir un peu et ça les emmène dans des trajectoires de science, mais qui n'est pas de la science complètement qui nous échappe. C'est des choses qui nous concernent, le cerveau, la mémoire, l'ADN, tout ça, on les a au fond de nous, donc c'est des thèmes qui nous touchent. Et comment j'ai basculé ? En fait, au début, c'est une passion, comme toutes les passions, on essaye de faire les deux. Je vous disais, Stephen King, tout ça, à un moment donné, j'ai eu envie de raconter une histoire moi-même. Je me suis dit, tiens, j'ai commencé à imaginer des histoires, et puis je me suis dit, vraiment, un soir, ça s'est passé comme ça, et ça, je l'explique aussi dans le plaisir de la peur. Je me suis mis devant mon ordi, et j'ai dit, je vais essayer d'écrire cette histoire. Et donc, j'ai un petit peu tous les jours, tous les soirs, après le boulot, commencé à écrire des chapitres, mais comme tous ceux qui ont des passions, on grignote sur le temps disponible. Et il y a eu un premier roman que j'ai fait comme ça, c'était Conscience animale, le fameux qui est introuvable. Il y a eu Train d'enfer, il y a eu Deuil de miel, et puis La chambre des morts, et La mémoire fantôme. Donc j'en ai écrit 5 avant, à la moitié de La mémoire fantôme, de démissionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait le tournage de La chambre des morts, auquel je voulais vraiment en profiter, parce que je me suis dit, ça arrivera une fois dans une vie, qu'il y ait un film adapté d'un de mes livres. Que en fait, La chambre des morts avait marché en tant que roman, et que le livre d'après, La forêt des ombres, avait marché aussi. Donc en fait, je commençais à me dire, j'ai peut-être moyen d'arrêter, quoi. Il y a l'aspect financier, enfin, je vais pas me cacher, c'est-à-dire que moi, j'avais fait des études d'ingénieur, mes parents avaient payé mes études. J'avais un métier, un beau métier qui me plaisait. Vous pouvez pas arrêter en disant, je vais écrire un livre. Enfin, comment faut vous nourrir, quoi. Et donc, en fait, quand on écrit un livre qui marche, la répercussion n'est pas immédiate financièrement, puisqu'il faut attendre. Et donc, je commençais à avoir des rentrées d'argent comme ça. Et puis, mais je me dis, connaissant un peu les milieux artistiques, je ne les connaissais pas d'ailleurs, mais en disant, mais un livre peut marcher et pas le suivant. Enfin, ça arrive souvent, un succès d'une fois. Et puis, et donc, ayant cette prudence-là, c'est pour ça que j'en ai écrit plusieurs. Puis, à un moment donné, je ne pouvais plus parce que le livre marchait, donc il y avait les sollicitations. Je crois que quand je suis venu la première fois Quai du Polar, je travaillais encore. Donc j'étais comme là, comme ici, mais il y avait moins de monde. Mais vous voyez, j'étais là le week-end, et puis je retournais le lundi travailler, et puis il y avait le film, le tournage, machin. À un moment donné, je ne pouvais plus, donc j'ai dit, je vais prendre une année sabbatique. Puis ça s'est passé comme ça, en fait. Donc, pendant cette année sabbatique, j'ai continué à écrire mes livres. Alors c'était du pur plaisir, parce que j'avais du temps. Vous passez d'écrire le soir, je faisais 200 km par jour, parce que je travaillais, on était à plusieurs en covoituré. Je ne vous dis pas, le soir j'étais crevé, donc j'en avais marre, j'en pouvais plus. Et là, vous passez d'un seul coup à vous levez le matin, vous êtes chez vous, vous écrivez, quoi. Donc, mais en même temps, il faut savoir le faire, c'est-à-dire il ne faut pas être oisif, dire ah ouais mais c'est génial, il faut écrire le livre, et avoir la rigueur de se lever tous les matins. Je le fais encore aujourd'hui, de 7h30, 8h à 17-18h, je suis à mon bureau.
Voilà. Mais aujourd'hui, d'avoir du plein temps, ça me permet de faire des romans plus documentés, plus complexes peut-être. Même si les premiers sont très très bien, Train d'enfer, tout ça, ça fonctionne. Mais ça permet d'avoir des sujets peut-être, de creuser un peu plus le sujet. Question devant, le micro va arriver. Il y aura une question derrière après. Bonjour. Bonjour. Vous parliez justement de mettre en image vos romans. Est-ce qu'il y aura prochainement un Charcot peut-être au cinéma? Oui, il y a la série Le Syndrome E, en 6 épisodes, qui sera diffusée sur TF1, alors probablement septembre-octobre. Sur grand écran. Ouais, et franchement, il y a eu un festival qui s'appelle Sérimania dans le Nord, où les chaînes montrent au public les séries en avant-première. Moi, j'ai vu les 6 épisodes, ce sera sur 6 épisodes. Franchement, c'est une bonne série. On pourrait avoir peur de se dire c'est TF1, c'est une chaîne grand public, et les romans sont très noirs, donc ils ne vont pas oser aller franchir certaines frontières. Et ils l'ont fait, c'est-à-dire que... Alors déjà, depuis quelques années, il y a eu une évolution dans le paysage audio des séries françaises. On ne pouvait plus rester à des séries comme Julie Lescaut, tout ça. J'ai rien contre Julie Lescaut, je regardais d'ailleurs quand j'étais plus jeune, mais on ne pouvait plus faire ça, c'est-à-dire on se rendait compte que les gens ils voulaient aller un peu plus loin, et puis avec des séries plus complexes, peut-être plus proches de la réalité, plus noires aussi. Il y a un vrai attrait. Et donc il y a une évolution. Les séries sont allées un peu plus loin, mais là avec Le Syndrome, il y a vraiment encore une fois un palier franchi qui fait que la série ne dénature pas le livre. Alors il y a des différences parce que c'est une adaptation, mais il y a quand même des cerveaux coupés, enfin ce genre de petites choses sympathiques, enfin des crânes coupés, parce que des cerveaux qui traînent à droite à gauche, donc ça c'est bien. Et donc Charcot, oui, alors vous regarderez sur internet, l'acteur qui va interpréter Franck Charcot, c'est Vincent Elbaz. Vous regarderez le physique qu'il a. Il y a des photos de Sérimania du Syndrome E. Vous tapez Syndrome E, Vincent Elbaz, vous allez voir la tête de Charcot tel qu'il est, tel que vous allez le voir. Et franchement, il y avait plein de gens à l'époque, il y a plus d'1 an, quand le casting avait été annoncé, Vincent Elbaz, le tournage n'avait pas encore été réalisé. Les gens, des lecteurs, ont dit « Ah, mais Vincent Elbaz, mais c'est pas le Charcot que j'imaginais. » Parce qu'on avait peut-être une image de Vincent Elbaz plus ancienne. Donc les gens sont déjà allés voir à l'époque, c'est-à-dire il y a 1 an, ils sont allés voir, ils ont tapé Vincent Elbaz, ils ont dit « Ah ouais, tiens, finalement, parce qu'il avait vieilli entre l'image qu'on a et puis... ah ouais, mais tiens, ouais, ça pourrait être pas mal. » Et maintenant, vous le voyez en Charcot, et là, ça colle vraiment. C'est-à-dire qu'à Sérimania, il y a eu des gens qui sont venus voir les 2 premiers épisodes, et à la fin, je leur ai demandé, j'ai dit, mais alors ça, parce qu'on sait que les gens sont perturbés quand il y a une adaptation, et franchement, ça a collé. Ils ont peut-être pu être perturbés par des petits éléments différents, mais par contre, les comédiens, il y a Jennifer Decker, qui, vous la connaissez probablement pas, elle est de la Comédie Française, qui joue Lucienne Bell, elle est extraordinaire, donc le couple est vraiment top, et l'histoire est très très bien. Donc voilà, vous verrez ça à la rentrée septembre-octobre, mais j'en suis très heureux. C'était important pour moi que ce soit bien fait parce que c'est quand même l'incarnation de mes personnages. Alors, il y avait eu La Chambre des Morts avec Lucienne Bell à l'époque, en 2007, qui était jouée par Mélanie Laurent. Mais là, là c'est le couple Charcot et Bell, et d'avoir un bon Charcot, c'était important, et surtout pour aussi les lecteurs de ne pas trahir les gens disaient par exemple Jean Reno, tout ça, mais c'est vrai, Jean Reno ça fonctionne bien, mais les gens gardent des... Maintenant Jean Reno il a quand même, je sais plus, 70, je sais plus quel âge il a, le président. Oui, mais en fait, c'était parfait. Sauf que les gens vieillissent entre le moment... donc c'est ça en fait, Charcot il a 50 ans dans Le Syndrome E, il faut qu'il ait à peu près cet âge-là, donc ça c'est... Mais vous verrez, c'est vraiment l'acteur qui fonctionne très très bien. Je crois qu'on a encore une question, ce sera peut-être la dernière, ou pas loin. Oui. Qui a le micro Allez-y. Pardon. Vous parliez tout à l'heure de la fin des romans policiers. Vous disiez qu'il faut absolument que le tueur soit attrapé, qu'on ait une explication. Quand vous avez écrit le manuscrit inachevé, est-ce que vous aviez l'idée derrière
d'écrire Il était des fois pour apporter un petit peu d'étoffe, ou est-ce que c'était votre fin à vous? Vous vouliez vraiment finir le manuscrit comme ça? Ouais, c'était ma fin à moi. On va pas révéler la fin pour ceux qui l'ont pas vu, mais en tout cas, c'est une fin ouverte. Mais moi, j'adore les films les films et les livres à fin ouverte. C'est plus d'ailleurs les films qui m'ont inspiré, parce que des livres à fin ouverte, j'en ai pas tant vu que ça. Mais je sais pas si vous avez des films comme je sais pas, le film Cube, par exemple, ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. À la fin, on sait pas pourquoi ils sont dans ce cube, on dit, mais le film. Ouais, ou Inception, ouais, bah voilà, Inception, ou même Shutter Island. Et en fait, le manuscrit inachevé, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la fin, on l'a, puisque en fait, il y a le méchant, le gentil, il se passe ce qui se passe. Mais après, il y a une phrase, voilà. En fait, j'avais le choix quand j'ai écrit cette fin. Je me suis dit, si je rajoute la phrase, bah voilà, comme ça. Non, mais j'aurais pu rajouter et puis dire, bah voilà, c'est un Tartampion qui se prend qui meurt, quoi, par exemple. Mais en fait, je me suis dit, bah ouais, mais mon vrai truc, c'est que je me suis dit, en fait, finalement, quel que soit le vivant, le survivant ou le mort, les deux destins sont pas enviables. C'est-à-dire que le destin, enfin, ça finit quand même assez mal pour les personnages. Et je me dis, le survivant, de toute façon, son destin, c'est pas terrible, en fait. Et donc, j'ai laissé cette fin ouverte, mais il y a quand même la réponse dans la dernière phrase, en fait. Il faut prendre les premières lettres de chaque... Oui, j'avais cru comprendre qu'il y avait un deuxième niveau de lecture. Et après, et donc, pour rebondir par rapport à Il était deux fois, j'apporte la réponse dans Il était deux fois, un peu, je fais un lien, en fait. Ça, c'est amusant aussi. J'ai eu l'idée en réfléchissant à Il était deux fois, je me dis, mais je vais le relier au manuscrit inachevé, mais en même temps, quand j'ai écrit le manuscrit inachevé, j'avais pas l'idée d'une suite, mais je savais que cette fin ouverte, et même le début, le prologue dans le grenier, que ça pouvait servir un jour, en fait. Voilà, c'était plus dans cet ordre-là. On tourne une dernière fois vers la salle pour savoir s'il reste une question. Allez, ce sera la dernière. Moi, j'avais juste une petite question sur votre grenier à idées. J'étais pas là au début de la conférence, je ne sais pas si ça a été abordé, mais comment est-ce que vous décidez qu'une idée, quand vous en avez une, va être la bonne et que vous allez ensuite y passer un certain temps pour nous créer un super roman? Oui, ouais, très très bonne question. Trouver une idée, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans l'écriture d'un livre, parce que ça va être le socle de tout le reste. Et quand je dis c'est compliqué, c'est que c'est moralement, psychologiquement compliqué, parce que vous venez de terminer un roman et vous dites maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, moi, ça fonctionne comme ça. Et je ne sais pas du tout ce que je vais écrire. Et donc, je suis dans une espèce de période où je suis devant mon ordinateur et puis je suis un peu comme ça. Je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc, je fais des recherches un peu au hasard sur des thèmes, la mémoire, la mort, l'ADN, enfin, tous des trucs comme ça. Et puis, il se passe des semaines, quoi, en fait. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais raconter? Il faut que ce soit différent de ce que vous avez déjà fait. Il faut que ce soit original, avec des nouveaux personnages. Donc, c'est très compliqué. Mais en fait, maintenant, quelque part, après avoir écrit tous ces livres, je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je sais que l'idée, je la trouve pas tout de suite, et qu'il faut 1 mois ou 2 avant, souvent 2 mois avant qu'elle arrive. C'est un peu comme une terre agricole. Voilà, vous avez. Ouais, c'est la jachère de la terre. C'est-à-dire votre cerveau, en fait, il vient de produire un texte pendant, voilà, vous en sortez, puis il faut qu'il se repose, en fait. Mais en fait, il se repose pas vraiment. Il donne l'impression de se reposer, et en fait, derrière, il y a des choses qui travaillent. Et je pense que c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que dans les premiers jours, les premières semaines, je trouve plein de trucs et je les jette tout de suite. Je me dis, mais non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Puis au bout de 2 mois, je tombe sur un truc et je me dis, mais ça, c'est génial. Sauf qu'en fait, si j'étais tombé sur ça au début, je l'aurais jeté comme le reste. Je pense que c'est une question, ouais, de temps qui passe, qu'à un moment donné, vous rentrez en résonance avec un sujet. Vous regarderez sur Internet, j'ai fait il y a quelques années un exercice qui s'appelle le TEDx. Ce sont des formats de vidéos américains. Ça s'écrit TEDx. Vous tapez Tillier, TEDx, où j'explique comment on trouve une bonne idée.
en 15 minutes ou 18 minutes. C'est le format de l'exercice. Il faut aborder un sujet en 15 minutes, expliquer aux gens comment, voilà, sur un thème comme ça, de dire voilà, comment on peut essayer de trouver une bonne idée. Et en général, les bonnes idées, on les trouve... il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire... vous avez un endroit où il y a plein d'idées, elles sont là parce qu'en fait... des idées, je peux dire, j'imagine quelqu'un qui traverse une rue qui se fait écraser, ouais, c'est une idée, mais en fait, il faut sortir de ça, et dire, non, tout ça, je jette, et sortir de là pour essayer d'aller chercher au-delà, pour avoir la bonne idée, mais ça peut venir d'un hasard, ça peut venir d'un endroit. La Chambre des Morts, c'était un endroit. 91, ça a été l'idée de dire, je vais écrire un roman qui se passe 30 ans en arrière. Mais en même temps, cette idée-là, il faut l'avoir à un moment donné. Enfin, ça peut paraître très simple, mais de se dire, je vais prendre mon personnage de Charcot qui existe depuis 15 ans et je vais écrire un roman qui s'est passé il y a 30 ans avec lui. Moi, j'avais une crainte quand j'ai imaginé ça, c'est de me dire, mais ça va paraître... C'est un truc qui va paraître vintage, vieux roman. Les gens vont pas du tout adhérer parce que Charcot, il s'en fiche de savoir. Ce qu'ils veulent, c'est des nouvelles histoires. Donc voilà, on se pose toutes ces questions-là. Enfin, tout ça, ça arrive en même temps. Et surtout en 91, de se dire, mais qu'est-ce que je vais raconter, en fait. Donc voilà, il y a plein de... 91, je dis, ça va se passer dans les années 90, et puis il fallait pas que ce soit technologique, parce qu'en fait, ça aurait paru vieillot de faire un truc technologique en 91. On se dit, mais le Minitel, c'est génial. J'aurais pas pu faire un roman autour de ça. Donc, mais en fait, la magie, c'était parfait, parce que c'est un thème qui traînait depuis longtemps dans la tête. Et ça, c'est intemporel. Donc je me suis dit, la magie de 91, la magie d'aujourd'hui, c'est pareil. Donc c'était vraiment le bon endroit pour le traiter. Donc voilà, en fait, c'est un assemblement. Ça se fait pas en une fois, c'est à des jours différents, à des semaines différentes, de venir greffer des choses dessus pour avoir une espèce de boule de pelote de laine horrible où on se dit, voilà, ça y est, les éléments sont là, maintenant il faut créer l'histoire et faire que ça fonctionne. Donc c'est un peu comme ça que je marche. C'est pas de se lever la nuit et dire, mon idée c'est ça, et le roman ce sera ça. C'est beaucoup plus complexe, mais voilà, c'est un long processus, mais une fois que j'ai ça, je suis heureux, et c'est pour ça que je dis 50% du travail est fait, parce que c'est toujours ce qui est le plus compliqué, de trouver les idées finalement. Il y a finalement là aussi une dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez donc des contacts que vous aviez eus avec les magiciens pour notamment un de vos romans. Je voulais savoir si vous avez eu des contacts également avec les services de police, et pourquoi pas la brigade criminelle. Oui. C'est des contacts personnels ou des contacts ou des recherches que vous avez pu faire? Oui. J'ai eu la chance au fur et à mesure des années d'avoir des contacts qui se faisaient pendant des rencontres où les gens venaient me voir et me donnaient leurs cartes. Et oui, j'ai eu... à chaque fois que j'écris un Charcot, j'ai des bons contacts avec la brigade criminelle. Pour 1991, c'est un policier qui m'a renseigné, qui travaillait à la brigade criminelle, qui a été procédurier jusqu'à il y a encore quelques années à la crime du 36, et qui arrivait à la crime en 90. Donc c'était parfait. Donc il m'a ressorti des vieux souvenirs de ce que c'était la police en 90, les ordinateurs qu'on n'utilisait pas, qui étaient là mais qu'on n'utilisait pas, l'utilisation du Minitel dans les enquêtes de police. C'est incroyable de se dire, le Minitel servait. Si on voulait une adresse, on tapait le nom du type, hop, on avait l'adresse. Il n'y avait pas d'autre moyen finalement. 3611. Oui, exactement, ça fonctionnait bien. C'est ça. Et aujourd'hui aussi, dans les Charcots, c'est-à-dire qu'il y a encore, à chaque moment, quand j'écris, j'ai des petites questions que je me pose, mais tellement précises. Et j'envoie un mail, j'ai de la chance parce que j'ai vraiment des bons amis à la brigade criminelle qui me répondent très vite. Ah ouais, mais ça se passe comme ça. Je lui demandais, par exemple, je sais pas, est-ce que aller sur des horaires où on peut rentrer chez les gens, sans le sait, ou les gardes à vue, des questions très précises, comment ça se passe. Et lui, il me répond, ça c'est pour les petits détails, difficiles à trouver par soi-même. Donc voilà, après il y a de la grosse doc, ça on peut trouver soi-même, mais c'est pareil, la médecine légale, des fois, je sais pas à quoi ça ressemble un noyé
qui était dans l'eau depuis une semaine. Super sympa comme. À quoi ça ressemble. Des fois, je leur pose des cols, ils savent pas. Ils disent t'es un peu tordu là. Mais en même temps, ils me rappellent et ça les intéresse en fait, parce que c'est aussi leur métier. Et ils me rappellent, ils disent mais tiens, on fait comme ça. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant aussi ces moments-là. Mais c'est ce qui donne aussi le réalisme au livre. Oui, justement, c'est lui qui m'a fait les idées de 90, des années 90, parce qu'il a commencé, je crois, en 91 à la crime. Et il me parlait de papier carbone, tout ça. C'était lui qui me donnait les petits détails croustillants. Et puis là, un peu la guerre des polices à l'époque, parce que ça existait aussi. Donc ça, c'était important de restituer une ambiance aussi dans les bureaux. La rue du Bastion, au 36. Maintenant, c'est rue du Bastion. Maintenant. Voilà. On va être obligé de clore cette rencontre ici. Merci à toutes et à tous qui sont présents et ceux qui étaient derrière leur écran d'avoir assisté à cet échange. Merci évidemment Franck. Je rappelle donc que 1991 continue son existence, que prochainement Labyrinthe va sortir, et puis Le plaisir de la peur, puisqu'il va y avoir une forte actualité dans les prochaines semaines. Merci également à toutes les équipes techniques qui ont participé et permis que cette rencontre digitale soit possible. Organisée, je le rappelle, dans le cadre de Quai du Polar et avec ses partenaires Babelio, Le Point et Kobo by Fnac. Pour celles et ceux qui ont pris cette rencontre digitale en cours, elle sera visible sur le site éclaireur.fnac.com. Merci encore à toutes et à tous. Merci Franck. Merci.